À la gender reveal de ma sœur, elle m'a tendu fièrement l'échographie. Je suis radiologue. En voyant l'image, mon sang s'est glacé. J'ai tiré son mari à part, on doit parler maintenant. Ce n'était pas un bébé. Ma sœur Amélie m'a tendu l'image de l'échographie à 14h47 un samedi après-midi. Son visage rayonnait de cette joie particulière que seules les futures mères semblent dégager et elle a prononcé les mots qui allaient tout changer. N'est-elle pas magnifique? Je suis radiologue. 17 ans de formation et de pratique, certifié par l'Ordre des médecins en imagerie diagnostique, spécialisé en radiologie obstétrique et gynécologique. J'ai examiné plus de 12 000 échographies au cours de ma carrière. Je peux les lire comme la plupart des gens lisent les panneaux de signalisation, automatiquement, sans réfléchir. L'information est traitée avant même que mon esprit conscient ne s'en mêle. Et ce que j'ai vu sur cette impression sur papier glacé m'a glacé le sang. La forme était anormale. Le positionnement n'avait aucun sens. La densité était complètement fausse. Ce qu'Amélie pensait être le profil de son bébé, cette jolie courbe du front et du nez qu'elle avait probablement tracée avec son doigt une centaine de fois, n'était pas du tout un profil. C'était tout autre chose, quelque chose de solide là où rien de solide ne devrait se trouver. Mais mon visage est resté impassible. 15 ans à annoncer de mauvaises nouvelles aux patients m'avaient appris cette compétence. On apprend à contrôler ces micro-expressions pour cacher l'horreur qui menace de déformer nos traits, car un mauvais regard au mauvais moment peut détruire quelqu'un. Où as-tu fait ça, Amélie? Elle rayonnait, inconsciente du séisme qui se produisait dans ma poitrine. Dans ce nouveau centre dans la zone commerciale. Bulle de bonheur imagerie. Ils font les photos 3D et les vidéos souvenirs avec les ours en peluche qui ont le petit battement de cœur. C'est tellement plus agréable que le cabinet du docteur Dubois. Les salles sont toutes décorées comme des chambres d'enfants et ils vous donnent du champagne après. Enfin, du cidre pétillant pour moi, évidemment. Pas un hôpital, pas le cabinet de son gynécologue. Une boutique dans une zone commerciale, tenue par des gens qui avaient probablement suivi une formation certifiante de 6 semaines et acheté un appareil d'échographie d'occasion sur le bon coin. J'ai souri, je lui ai dit que la photo était adorable et je me suis excusé pour aller aux toilettes. Au lieu de ça, j'ai trouvé son mari Grégoire dans la cuisine, en train de boire une bière en cachette avant l'explosion du gros ballon. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Maintenant. Il a ri. Ce rire facile de Grégoire qui charmait habituellement tout le monde. Quoi? Tu vas encore me faire la morale sur le régime d'Amélie? Je sais. Elle a mangé des maquis la semaine dernière. Un seul maquis ne va pas, ce n'est pas un bébé sur cette échographie. La bouteille de bière s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Son visage a fait cette chose que font les visages lorsque le cerveau reçoit une information qu'il ne peut pas traiter. Un vide momentané, comme un écran bleu d'ordinateur. Quoi? Je lui ai attrapé le bras et l'ai entraîné dans la buanderie. J'ai fermé la porte. Les sons étouffés de 50 invités excités filtraient à travers les murs. Mais ici, le silence était suffisant pour détruire un monde. La masse sur cette image est solide, ai-je dit, en gardant ma voix basse et stable, même si mon cœur battait la chamade. Les bébés ne sont pas solides. Ils sont principalement constitués de liquide amniotique, d'organes en développement, d'espace. Ce qu'il y a sur cette échographie est dense, uniforme, anormal. Ce n'est pas au bon endroit, ce n'est pas la bonne forme, pas la bonne densité, rien ne va. Grégoire s'est appuyé contre la machine à laver comme si ses jambes ne le portaient plus. Toute couleur avait quitté son visage. Mais elle l'a senti bouger. Elle le sent bouger depuis des semaines. Les grosses masses peuvent provoquer des sensations de mouvement. Des changements de pression contre les organes, un déplacement intestinal. Pour quelqu'un qui n'a jamais été enceinte, ça ressemble à des coups de pied, mais ce n'en sont pas. C'est la masse qui se déplace. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas exactement. Ça pourrait être un fibrome. Ça pourrait être un kyste dermoïde. Ça pourrait être. Je ne pouvais pas prononcer le mot. Pas encore. Pas avant de savoir. Je dis qu'Amélie a besoin d'une véritable échographie diagnostique dans un vrai hôpital avec du vrai matériel utilisé par de vrais professionnels de la santé ce soir. Pas demain. Ce soir. Les yeux de Grégoire se sont tournés vers la porte. À travers elle, nous pouvions entendre Amélie rire de quelque chose, sa voix vive et heureuse. Elle va être anéantie.
Elle prépare ça depuis des mois. La chambre du bébé est déjà peinte. Elle va être en vie, ai-je dit. C'est ce qui compte. Quoi que ce soit là-dedans, il faut que ça sorte, et plus vite nous saurons à quoi nous avons affaire, meilleures seront ses chances. Il a hoché lentement la tête, en train d'assimiler. Grégoire était un homme bien, un entrepreneur qui construisait des maisons, pratique et orienté vers les solutions. Je l'ai vu passer du choc à la planification. Comment on fait? Elle n'acceptera jamais de quitter sa propre fête. On trouvera une solution. Mais d'abord, il faut la laisser faire sa révélation. Elle mérite ce moment. Même si c'est le dernier moment heureux qu'elle ait pendant un certain temps, a-t-il terminé pour moi. Nous sommes retournés à la fête. Le jardin de la maison de banlieue d'Amélie et Grégoire avait été transformé en un pays des merveilles roses et bleues. Des guirlandes étaient suspendues partout. Une table croulait sous le poids de cupcakes décorés de points d'interrogation, de petits fours, d'un gâteau en forme de grenouillère. Un ballon noir géant flottait au centre du jardin, gonflé d'hélium et de secrets, attendant d'exploser en confetti rose ou bleu. 50 personnes circulaient avec des verres de prosecco et de l'excitation. Nos parents étaient là. Maman pleurait déjà. Papa faisait semblant de ne pas être ému. Les amis d'université d'Amélie, ses collègues de travail, les voisins, tout le vaste réseau de personnes qui l'aimaient et s'étaient rassemblés pour célébrer ce nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre qui n'existait pas. La meilleure amie d'Amélie, Camille, après 3 verres de vin, m'a attrapé le bras en passant. N'est-ce pas incroyable? Je savais que ce serait une fille. J'ai dit à Amélie que la façon dont elle portait, bas et rond, c'était un ventre de fille classique. J'avais envie de crier. Envie de la saisir par les épaules et de la secouer en disant, ce n'est pas un ventre. C'est une tumeur. Arrête de parler de quelque chose que tu ne comprends pas. Au lieu de ça, j'ai souri. La décoration est magnifique. N'est-ce pas? J'ai aidé à tout choisir. Le thème, c'est le sucre et épices, parce que les filles sont faites de sucre et d'épices et de tout ce qui est joli, tu sais? Bien qu'honnêtement, Amélie a été un peu un cauchemar ces dernières semaines. Les hormones, je suppose. Ou la masse qui appuie sur ses organes, provoquant des troubles de l'humeur, de la fatigue et tous les symptômes qu'elle avait attribués à la grossesse. Amélie est apparue à mon coude, vibrant pratiquement d'excitation. C'est l'heure. Tout le monde est là. Prépare ton téléphone pour les photos. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'appareil photo, essayé d'empêcher mes mains de trembler. Grégoire a croisé mon regard de l'autre côté du jardin. Il ressemblait à un homme marchant vers sa propre exécution, essayant de sourire à travers la terreur. Amélie et Grégoire ont pris position devant le ballon. Elle portait une robe d'été blanche avec des fleurs roses et bleues. Ne tranchant jusqu'à ce qu'on sache, avait-elle dit en l'achetant. Il portait une chemise bleue qu'elle avait choisie pour lui. Ils avaient l'air parfait, heureux, amoureux. Tout était un mensonge. Amélie a brandi la grosse épingle, se tournant vers ses invités. Bon, tout le monde, prêt à savoir si nous allons avoir une petite princesse ou un petit prince? 3, a crié la foule. Je devrais arrêter ça. 2. Je devrais dire quelque chose. 1. Dieu, pardonnez-moi. Le ballon a éclaté. Des confettis roses ont explosé partout. Ils sont tombés comme de la neige, s'accrochant aux cheveux, se posant sur les épaules, dérivant sur l'herbe en douce spirale. Tout le monde a crié, applaudi et acclamé. Amélie a fondu en larmes. Des larmes de joie. De belles, dévastatrices, déchirantes larmes. Elle a jeté ses bras autour de Grégoire et s'est accrochée à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde devenu doux et merveilleux. Une fille, a-t-elle sangloté. Nous allons avoir une fille. J'ai regardé les confettis roses se poser sur l'herbe et j'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. 2 heures plus tard, j'ai trouvé une excuse. Une urgence familiale à l'hôpital. Ironique, étant donné que la véritable urgence se tenait à 3 mètres de là, serrant sa mère dans ses bras et parlant de palettes de couleurs pour la chambre de bébé. Il faut que Grégoire me conduise, ai-je dit, en levant mon verre de vin. J'ai trop bu pour conduire. Amélie a fait la moue comme elle me la faisait depuis que nous étions enfants et que j'avais quelque chose qu'elle voulait. Tu pars déjà? Mais on n'a même pas coupé le gâteau. Je sais. Je suis désolé. Je t'appellerai demain. Promis? Elle m'a serré dans ses bras. Son ventre pressé contre le mien.
Pas un ventre de bébé, je le savais maintenant. Juste le gonflement de quelque chose de terrible qui grandissait en elle. Merci d'être venu. Je sais que tu es occupé. Ça compte tellement que tu aies été là. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Le mensonge avait un goût de cendre. Grégoire nous a conduites directement à l'hôpital Saint-André en silence. J'avais appelé à l'avance, parlé au docteur Rachel Martin, chef de l'imagerie obstétrique, une collègue et amie depuis 12 ans. Je lui avais tout expliqué en termes cliniques rapides pendant qu'Amélie nous disait au revoir depuis le porche. Amenez-la directement en radiologie, avait dit Rachel. J'aurai une équipe prête. Nous ferons un bilan diagnostique complet. Si c'est ce que vous pensez, nous aurons une équipe chirurgicale en attente. Amélie a envoyé un texto pendant le trajet. Est-ce que tout va bien? Vous aviez l'air si sérieux en partant tous les deux. Les mains de Grégoire se sont crispées sur le volant. Qu'est-ce que je lui dis? Dis-lui qu'on va chercher des médicaments pour moi. Dis-lui qu'il y a eu une erreur à la pharmacie. Dis-lui n'importe quoi qui nous fasse gagner 20 minutes. Il a tapé d'une main. Tout va bien. Sarah devait juste récupérer quelque chose à l'hôpital. On revient vite. Je t'aime. 3 points sont apparus pendant qu'Amélie tapait sa réponse. Puis, d'accord, n'oublie pas qu'on a un brunch avec ta mère demain. Je t'aime aussi. La normalité de la situation était dévastatrice. Ils ont pris Amélie en charge moins de 20 minutes après notre arrivée. J'avais appelé le téléphone de Grégoire alors que nous arrivions sur le parking. Je lui avais dit de l'amener aux urgences. J'avais dit que je les y retrouverais. Amélie est arrivée, l'air confuse et inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Sarah, ça va? Grégoire a dit que tu avais des douleurs à la poitrine. Je n'avais pas dit ça. Grégoire avait paniqué et inventé quelque chose. Je vais bien, ai-je dit, mais il faut qu'on parle. On peut aller quelque part en privé. Le docteur Martin nous attendait dans une salle de consultation avec le docteur Marc Fournier, un gynécologue-oncologue que je lui avais demandé d'appeler. Sa présence était une précaution. J'espérais que nous n'aurions pas besoin de lui, mais je voulais couvrir toutes les possibilités. La confusion d'Amélie s'est transformée en peur en voyant les professionnels de la santé rassemblés. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il des médecins ici? Amélie, ai-je dit en lui prenant les mains. Elles étaient froides, tremblantes. Quelque chose ne va pas. J'ai besoin que tu me fasses confiance. J'ai besoin que tu les laisses faire une échographie. Une vraie échographie avec du matériel adéquat. Mais j'en ai déjà eu une. L'endroit où tu es allé n'est pas un établissement médical. Ils ne sont pas agréés. Ils n'ont pas de véritable formation. Et l'image qu'ils t'ont donnée, ce n'est pas ce que tu penses. Son visage s'est décomposé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il n'y a peut-être pas de bébé, Amélie. Je veux dire qu'il y a peut-être autre chose, et nous devons en être sûrs, tout de suite, pour pouvoir t'aider. Grégoire pleurait en silence, des larmes coulant sur son visage alors qu'il se tenait derrière sa femme, les mains sur ses épaules. Amélie m'a regardé, a regardé les médecins, son mari, puis de nouveau moi. Tu penses que je ne suis pas enceinte? Je pense que tu dois en avoir le cœur net. Avec du vrai matériel. S'il te plaît. Elle les a laissés l'emmener. Le docteur Martin a réalisé l'échographie personnellement. 30 ans d'expérience guidant la sonde sur l'abdomen d'Amélie pendant que je regardais depuis le seuil. L'image est apparue à l'écran. J'ai vu le visage du docteur Martin changer, vu la neutralité prudente glisser un instant avant qu'elle ne la rattrape. Je l'ai vu s'excuser pour faire entrer le docteur Fournier. La masse avait la taille d'un melon cantalou. Solide, dense, sans équivoque, partant de son ovaire gauche comme une planète sombre. Pas un bébé, ça n'avait jamais été un bébé. Amélie fixait l'écran, cherchant quelque chose qu'elle reconnaissait. Où est le battement de cœur? Pourquoi je ne l'entends pas? Quand je suis allé à Bulle de Bonheur, ils me l'ont fait entendre. C'était 142 battements par minute. Le docteur Fournier s'est avancé, sa voix douce comme celle de quelqu'un qui avait annoncé cette nouvelle 1 millier de fois. Amélie, il n'y a pas de battement de cœur. Ce qu'ils vous ont fait écouter était probablement un enregistrement, ou peut-être le son du flux sanguin à travers une grosse masse vasculaire. Vous n'êtes pas enceinte. Vous avez une grosse tumeur ovarienne qui doit être enlevée le plus tôt possible. La main d'Amélie s'est posée sur son ventre,
sur le ventre à qui elle parlait depuis des mois, à qui elle lisait des histoires, pour qui elle jouait de la musique. Mais je l'ai senti bouger. Je l'ai senti donner des coups. C'était la tumeur qui appuyait contre vos organes internes, a expliqué le docteur Fournier. En grandissant, elle a déplacé vos intestins, votre vessie. Ces déplacements ont créé des sensations qui ressemblaient à des mouvements fœtaux. Je suis vraiment désolé. Elle m'a regardé, puis Grégoire, puis de nouveau l'écran où son bébé aurait dû être, mais n'était pas, tu savais, a-t-elle murmuré. À la fête, quand tu as regardé la photo, tu savais. J'ai hoché la tête, les larmes me brûlant les yeux. Je m'en doutais. Je n'étais pas certaine jusqu'à maintenant. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu laissé faire la révélation? Laisser tout le monde célébrer. Parce que tu méritais ces quelques dernières heures de bonheur. Et parce que je devais être sûr. Je ne pouvais pas détruire ton monde sur la base d'une intuition. J'avais besoin de savoir. Amélie m'a attrapé la main, l'a serrée si fort que j'ai cru qu'elle allait me briser les doigts. Ce n'est pas juste, a-t-elle sangloté. Ce n'est pas juste. J'ai tout fait correctement. J'ai pris les vitamines prénatales. J'ai arrêté de boire du café. J'ai peint la chambre en jaune parce que cet endroit disait que le jaune était bon pour le développement du cerveau. J'ai tout fait correctement et il n'y a pas de bébé. Il n'y a jamais eu de bébé. Je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait. Grégoire nous tenait toutes les deux. Le docteur Martin documentait tranquillement les résultats pendant que le docteur Fournier allait programmer la salle d'opération. L'opération a été fixée pour le lendemain matin. Ils ont retiré une tumeur de la taille d'un petit melon miel de l'abdomen de ma sœur à 7h34 un dimanche matin. Le docteur Sarah Lefebvre, chirurgienne oncologue, 18 ans d'expérience, des mains aussi stables que la pierre, a réalisé l'opération pendant que Grégoire et moi attendions dans la salle d'attente, essayant de ne pas nous effondrer. Les résultats de la pathologie sont revenus mardi. Bénin, un tératome kystique mature, communément appelé kyste dermoïde, contenant des tissus incluant des cheveux, des dents et du matériel sébacé. Grotesque, mais pas cancéreux, ne mettant pas sa vie en danger. Maintenant qu'il était retiré, Amélie se rétablirait complètement. Son ovaire avait été sauvé. Sa fertilité était préservée. Mais quelque chose d'autre avait disparu à jamais. Et aucune chirurgie ne pouvait le ramener. La première semaine a été la plus difficile. Amélie ne voulait pas manger, ne voulait pas parler, ne voulait pas quitter son lit sauf pour aller aux toilettes. Grégoire a pris un congé pour s'occuper d'elle pendant que je coordonnais avec son équipe médicale. Sa thérapeute, le docteur Amanda Lambert, spécialisée dans la perte périnatale et les traumatismes reproductifs, est venue à la maison 3 fois cette semaine-là. C'est un deuil, m'a-t-elle expliqué dans la cuisine pendant qu'Amélie dormait à l'étage. Un deuil réel et profond. Elle pleure un enfant qui n'a jamais existé mais qui était complètement réel pour elle. Le bébé avait un nom, une chambre, un avenir. Tout ça a disparu maintenant. Est-ce qu'elle ira bien? Finalement, oui. Avec du soutien, avec du temps, avec des soins appropriés. Mais ce type de perte est compliqué car il n'y a pas de corps à enterrer, pas de funérailles à organiser. Le monde ne reconnaît pas le deuil pour les grossesses qui n'en étaient pas. Elle aura besoin de gens pour valider ce qu'elle ressent. Je suis resté avec eux pendant 2 semaines, dormant dans le lit de la chambre d'amis, préparant des repas qu'Amélie touchait à peine, gérant les appels téléphoniques de membres de la famille confus qui avaient été à la fête de révélation du genre et ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Mais elle était enceinte, n'arrêtez pas de dire ma mère. Nous avons vu l'échographie. Nous avons entendu le battement de cœur. Vous avez entendu ce qu'il voulait que vous entendiez, maman. Ce n'était pas réel. Comment est-ce possible? Comment un endroit peut-il simplement mentir comme ça? Cette question me hantait. Comment un endroit pouvait-il mentir comme ça? Comment quelqu'un pouvait-il prendre 40 € à une mère pleine d'espoir et lui tendre un fantasme déguisé en imagerie médicale? 3 semaines après l'opération d'Amélie, j'ai décidé de le découvrir. J'ai commencé par des recherches. Bulle de Bonheur Imagerie opérait depuis 18 mois dans un local de zone commerciale entre un salon de manucure et un magasin de réparation de téléphones portables. Leur site web était léché et professionnel. Imagerie bébé 4D 5D. Révélation de genre à partir de 59 €. Entendez le battement de cœur de votre bébé et emportez-le à la maison dans un ours en peluche. Aucune mention de qualification médicale nulle part. Aucun médecin répertorié.
Aucune information sur la responsabilité. Juste des photos d'archives de femmes enceintes souriantes et des promesses de souvenirs qui durent toute une vie. J'ai appelé l'Ordre des médecins de la Gironde, j'ai parlé à un responsable de la conformité nommé Jean-Christophe Hérisson, qui enquêtait sur les pratiques médicales sans licence depuis 15 ans. Nous connaissons ces endroits, a-t-il dit lorsque j'ai expliqué la situation. Ils apparaissent constamment. Ils s'appellent l'imagerie de divertissement ou échographie souvenir, ce qui techniquement ne nécessite pas de licence médicale. Mais lorsqu'ils commencent à fournir des informations sur la santé fœtale, le sexe, le positionnement, cela franchit la ligne du diagnostic médical, ce qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire. Pouvez-vous les fermer? Nous avons besoin de plaintes documentées, de preuves qu'ils font des affirmations médicales, de témoignages de personnes qui ont été lésées. Je pouvais fournir tout cela, mais je voulais plus qu'une simple plainte. Je voulais savoir combien d'autres familles Bulles de Bonheur avaient trompé. Alors, j'ai commencé à creuser. Les réseaux sociaux ont rendu les choses faciles. J'ai trouvé la page Facebook de Bulles de Bonheur. 4,8 étoiles, des centaines d'avis élogieux. Expérience incroyable. Tellement mieux que le cabinet de mon médecin. Ça vaut chaque centime pour voir le visage de mon bébé. Mais enfouis parmi les éloges se trouvaient d'autres commentaires, des questions, des inquiétudes. Une femme nommée Melissa dos Santos, ils m'ont dit que j'attendais un garçon à 16 semaines. Mon médecin dit que c'est définitivement une fille. Maintenant, j'ai une chambre pleine de vêtements bleus. Une femme nommée Patricia Ortiz, ils ont dit que mon bébé avait une taille parfaite. Une semaine plus tard, mon gynécologue a dit qu'il avait une grave malformation cardiaque qu'ils auraient dû détecter. Un homme nommé David Kim, ma femme y est allée 3 fois. Ils n'ont jamais rien mentionné d'anormal. Elle a perdu le bébé à 24 semaines. L'autopsie a montré des problèmes qui auraient dû être visibles à l'échographie. J'ai envoyé un message à chacun d'entre eux, expliquant qui j'étais, une radiologue, un membre de la famille concernée, quelqu'un qui rassemblait des informations sur des pratiques potentiellement négligentes, et j'ai demandé s'ils seraient prêts à partager leurs expériences. 17 personnes ont répondu en une semaine. Les histoires étaient dévastatrices. Amanda Chen, 31 ans, s'était fait dire qu'elle portait des jumeaux en bonne santé. L'un des jumeaux était en réalité un œuf clair, un sac gestationnel vide sans fœtus. Elle ne l'a découvert qu'à 20 semaines de grossesse et n'a accouché que d'un seul bébé. Marc Elisa Rodriguez s'était fait dire que leur bébé était une fille en bonne santé à 13 semaines. Leur bébé était en fait un garçon avec de graves anomalies chromosomiques. Ils n'ont pas pu se préparer, n'ont pas pu prendre de décisions éclairées concernant leur grossesse. Jennifer Walsh, 28 ans, s'était fait dire que tout semblait parfait. Son bébé souffrait d'anencéphalie, une condition où le cerveau et le crâne ne se développent pas correctement. Elle l'a découvert lors de son échographie morphologique du 2e trimestre dans un véritable établissement médical. Si j'avais su plus tôt, m'a-t-elle dit au téléphone, la voix rauque, j'aurais pu interrompre la grossesse, humainement. Au lieu de ça, je l'ai porté pendant 4 mois de plus, sachant qu'il mourrait à la naissance. Et puis il y avait Sarah Blackwell, 24 ans, première grossesse. Bulle de Bonheur lui avait dit que tout allait bien. Son médecin traitant avait confirmé la grossesse, mais n'avait pas encore fait d'imagerie détaillée. Elle n'en était qu'à 11 semaines. Ce que personne n'avait détecté, parce que personne avec une formation adéquate n'avait regardé, c'est que la grossesse de Sarah était extra-utérine. L'embryon s'était implanté dans sa trompe de Fallope au lieu de son utérus. Sa trompe a rompu à 13 semaines. Elle a failli mourir d'hémorragie dans son appartement. Une intervention chirurgicale d'urgence lui a sauvé la vie, mais lui a coûté sa trompe. Sa fertilité était compromise de façon permanente. Ils auraient pu le voir, m'a dit le docteur Rachel Martin quand je lui ai montré la documentation que j'avais rassemblée. Une grossesse extra-utérine est visible à l'échographie si vous savez ce que vous cherchez. Mais ces gens ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils sont formés pour trouver des angles mignons et des indices sur le sexe, pas pour la pathologie médicale. J'ai tout apporté à Jean-Christophe Hérisson à l'Ordre des médecins. Des témoignages imprimés, des dossiers médicaux des familles affectées qui avaient accepté de les partager. Des captures d'écran du matériel marketing de Bulles de Bonheur faisant des affirmations sur la vérification de la santé du bébé et la confirmation d'un développement normal. J'ai aussi amené Victoria Stern, une journaliste de France 3 Aquitaine, qui couvrait la fraude dans le domaine de la santé depuis 11 ans et avait la réputation de faire tomber les opérateurs dangereux. Et j'ai amené mon avocate, Catherine Park,
spécialiste en faute professionnelle médicale, 23 ans d'expérience, qui avait déjà commencé à préparer des poursuites au civil au nom des familles affectées. C'est plus que suffisant, a dit Hérisson après avoir tout examiné. Nous pouvons émettre une mise en demeure de cesser toute activité immédiatement et renvoyer l'enquête pénale au procureur de la République. Je veux être là quand vous les fermerez, ai-je dit. Je veux voir ça. Ce n'est pas la procédure habituelle. Ma sœur a failli mourir parce que ces gens lui ont remis la photo d'une tumeur en lui disant que c'était un bébé. Je veux voir ça. Il a regardé Victoria, qui prenait déjà des notes. Il a regardé Catherine, qui a légèrement hoché la tête. Il m'a regardé de nouveau. D'accord. Vendredi matin, 8 heures. N'amenez pas de caméra avant que nous ayons sécurisé les lieux. La propriétaire de Bulle de Bonheur Imagerie était une femme nommée Brigitte Alloway, 53 ans, ancienne assistante médicale qui avait perdu sa licence 8 ans plus tôt pour falsification de dossiers de patients. Elle avait acheté une machine à ultrasons d'occasion sur eBay pour 4 700 € et loué l'espace dans la zone commerciale pour 1 100 € par mois. Ses coûts de démarrage totaux avaient été inférieurs à 10 000 €. En 18 mois d'exploitation, elle avait réalisé plus de 2400 échographies à un prix moyen de 85 € chacune. C'était plus de 200 000 € de revenus en se faisant passer pour une professionnelle de la santé. Quand nous sommes arrivés vendredi matin, moi, Victoria et son équipe de tournage attendant dehors comme promis, 2 enquêteurs de l'ordre des médecins, et un adjoint du shérif en renfort. Brigitte était en train de s'installer pour la journée. Mur rose, ours en peluche sur les étagères, un mur de bébés couvert de photos de nourrissons souriants, qu'elle n'aurait pu photographier de manière éthique. « Je peux vous aider ?» a-t-elle demandé, son sourire vacillant en voyant les badges et les documents officiels. Jean-Christophe Hérisson s'est avancé. « Brigitte Alloway, je vous notifie une mise en demeure de cesser toute activité de l'ordre des médecins de la Gironde. Vous êtes également assigné à comparaître par le parquet de Bordeaux. Cet établissement est fermé immédiatement dans l'attente d'une enquête. » Son visage est devenu blême. C'est juste du divertissement. Je ne pratique pas la médecine. Je n'ai jamais prétendu. Vous avez dit à ma sœur qu'elle attendait une petite fille en bonne santé, ai-je interrompu. Vous lui avez fait écouter l'enregistrement d'un battement de cœur et vous lui avez facturé 40 € pour la photo d'une tumeur. Une tumeur qui aurait pu la tuer si elle n'avait pas eu par hasard une radiologue dans la famille. Les yeux de Brigitte ont dardé entre nous. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai jamais. Nous avons 17 familles prêtes à témoigner, a dit Catherine, s'avançant avec un dossier de documents. 4 d'entre elles ont des dossiers médicaux montrant des conditions que vos échographies auraient dû détecter mais ne l'ont pas fait. 2 ont des preuves de préjudice direct résultant de votre mauvais diagnostic, et une a un enregistrement de conversation où vous lui avez spécifiquement dit que le développement de son bébé était parfait alors qu'elle faisait en réalité une grossesse extra-utérine. La conversation enregistrée avait été fournie par Sarah Blackwell, qui avait enregistré sa visite de suivi à l'insu de Brigitte. L'enregistrement a été jugé recevable. L'instinct d'avocat de Brigitte a pris le dessus. Je veux un avocat. Je ne dirai rien de plus sans un avocat. C'est votre droit, a dit Hérisson. Mais cet établissement est fermé à compter de maintenant. Toute tentative de poursuivre l'exploitation entraînera des poursuites pénales supplémentaires. Victoria et son équipe sont entrés après que les lieux aient été sécurisés. Ils ont tout filmé. Le mur des bébés, les ours en peluche, l'équipement d'apparence médicale qui avait été utilisé par quelqu'un sans formation médicale. Ils m'ont interviewé devant la caméra. Que voulez-vous que les gens sachent sur des endroits comme celui-ci, a demandé Victoria. Je veux qu'ils sachent que l'échographie n'est pas un divertissement, ai-je dit. C'est de la médecine. Et quand des personnes non qualifiées prétendent pratiquer la médecine, des gens sont blessés. Ma sœur a eu de la chance. J'ai découvert le problème assez tôt pour lui sauver la vie. D'autres familles n'ont pas eu cette chance. Le reportage a été diffusé le vendredi suivant à 19 h. Il commençait avec l'accroche, un centre d'imagerie de la vallée promettait aux futures mères des photos de leur bébé, mais un médecin local affirme que ce qu'ils ont livré était bien plus dangereux. Victoria avait fait un travail incroyable. Elle avait interviewé 4 des familles affectées devant la caméra. Elle avait obtenu des déclarations de l'ordre des médecins. Elle avait même retrouvé d'anciens employés de Bulle de Bonheur, qui ont confirmé que Brigitte n'avait aucune formation médicale et qu'elle inventait parfois des choses quand elle ne pouvait pas identifier ce qu'elle voyait à l'écran. Le reportage est devenu viral au niveau régional, puis national.
d'autres journalistes ont commencé à enquêter sur des établissements similaires dans d'autres régions. Une équipe d'investigation du journal Le Monde a publié un article de fond 3 semaines plus tard sur l'industrie de l'échographie souvenir et son absence totale de réglementation. Au moment où Brigitte Alloway a été jugée, elle faisait face à 14 chefs d'accusation pour exercice illégal de la médecine, 3 pour fraude, et 1 pour mise en danger de la vie d'autrui. Le procureur était Jennifer Martinez, substitut du procureur, 12 ans dans la protection des consommateurs, qui a prononcé le réquisitoire final. L'accusée n'a pas vendu du divertissement. Elle a vendu des mensonges. Elle a pris l'argent de familles pleines d'espoir et leur a dit ce qu'elle voulait entendre. Sans aucune capacité à identifier les problèmes qui se cachaient dans ces images. Et lorsque ces problèmes sont apparus sous forme de tumeurs, de grossesse extra-utérine, d'anomalies fatales, elle n'a fait face à aucune conséquence. Jusqu'à maintenant. L'avocat de la défense de Brigitte a tenté de faire valoir que Bulle de bonheur n'était pas différent d'une lecture de tarot ou de la chiromancie. Un divertissement qu'aucune personne raisonnable ne considérerait comme un avis médical. Le jury n'a pas marché. Ils ont délibéré pendant 4 heures et ont rendu des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Brigitte Alloway a été condamnée à 4 ans de prison ferme, plus des dommages et intérêts aux familles affectées, plus une interdiction permanente d'exploiter toute entreprise liée à la santé. Amélie a témoigné au procès. Je me suis assise dans la salle et j'ai regardé ma sœur se tenir devant le tribunal et décrire ce que cela faisait de croire que l'on portait un enfant, de planifier pour cet enfant, d'aimer cet enfant, puis d'apprendre qu'il n'avait jamais existé. J'avais choisi des prénoms, a-t-elle dit, sa voix stable malgré les larmes sur ses joues. J'avais une chambre de bébé peinte. J'avais des conversations avec mon ventre le soir avant de m'endormir. Je disais à ce bébé tout ce que j'espérais pour elle, tout ce que je voulais lui donner. Et puis j'ai découvert qu'elle n'était jamais réelle, que j'avais fait le deuil de rien, que j'avais aimé rien. Elle a regardé directement Brigitte. Vous m'avez pris 40 € et vous m'avez donné un fantasme. Et quand ce fantasme s'est effondré, j'ai dû reconstruire toute ma compréhension de la réalité. J'ai dû faire le deuil d'une fille qui n'a jamais existé tout en me remettant d'une opération pour enlever ce qui était réellement en moi. J'ai dû regarder mon mari pleurer pour un bébé qui n'allait jamais naître. Tout ça parce que vous vouliez gagner de l'argent en prétendant être quelque chose que vous n'êtes pas. Le silence régnait dans la salle d'audience. Le pire, a poursuivi Amélie, c'est qu'au début, je me suis blâmé. J'ai pensé que j'aurais dû savoir. J'ai pensé qu'une vraie mère aurait senti que quelque chose n'allait pas. Il a fallu des mois de thérapie pour comprendre que ce n'était pas moi qui avais échoué. C'était vous. Vous m'avez fait défaut, et vous avez fait défaut à toutes les familles dans cette salle. Après son témoignage, Amélie est passée devant Brigitte sans la regarder, mais elle s'est arrêtée à ma place dans la galerie. Merci, a-t-elle murmuré, d'avoir vu ce que je ne pouvais pas voir. D'avoir sauvé ma vie. C'est à ça que servent les sœurs. 6 mois après le procès, j'ai reçu une invitation chez Amélie et Grégoire. Une autre fête, un autre jardin plein de gens. Mais cette fois, les décorations étaient différentes. Pas de guirlandes roses ou bleues, pas de ballons de révélation de genre, juste des fleurs jaunes et blanches, des amis et de la famille, et une table avec un petit gâteau sur lequel était écrit « Bienvenue à la maison ». Amélie m'a accueilli à la porte. Elle avait l'air en meilleure santé que je ne l'avais vue depuis 1 an. Des couleurs sur ses joues, de la lumière dans ses yeux. Nous avons des nouvelles, a-t-elle dit en me faisant entrer. Dans le salon, Grégoire tenait un petit paquet emmailloté dans une couverture jaune. Le paquet faisait de petits bruits, comme le font les nouveau-nés lorsqu'ils décident si le monde vaut la peine d'être considéré. Voici Sophie, a dit Amélie, la voix brisée. Elle a 3 semaines. Nous avons finalisé l'adoption hier. J'ai regardé le bébé, le visage d'Amélie, rayonnant d'une joie réelle cette fois, Grégoire, pleurant à nouveau, mais des larmes de bonheur maintenant. Des larmes authentiques. Vous ne m'avez pas dit que vous adoptiez. Nous voulions attendre que ce soit officiel. Après tout ce qui s'est passé, nous ne pouvions plus supporter d'incertitude. Amélie a pris Sophie des bras de Grégoire, l'a bercée contre sa poitrine. Le docteur Lambert a dit que nous pourrions avoir du mal à créer des liens à cause du traumatisme, que je pourrais toujours sentir qu'il manque quelque chose. Mais quand je l'ai tenue pour la première fois, j'ai su. C'est elle. Elle a toujours été censée être à nous. J'ai regardé ma sœur tenir sa fille, sa vraie fille, pas un fantasme, pas un mensonge, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir.